Bonjour, nous sommes le vendredi 13 novembre 2015 et donc faites un peu attention quand vous sortez de chez vous parce que quand même on sait bien qu'un vendredi 13 il faut être un tout petit peu prudent. Ou si vous croyez au contraire que vous aurez de la chance un peu plus que d'habitude, eh ben, n'hésitez pas donc à acheter un billet de loterie. Bon, bien entendu, moi je ne crois pas du tout à toutes ces fadaises. Vous le savez, il y a beaucoup de choses auxquelles je ne crois pas et la superstition c'en est une. Ceci dit, la superstition a un intérêt de mon point de vue, c'est que ça corrobore une représentation que j'ai du fonctionnement de la conscience. Euh, la représentation que j'ai de la conscience, c'est que ce qui nous permet de nous lever chaque matin en me disant tiens, moi je est de nouveau là, et puis de déconnecter en soirée, au milieu de la nuit, ça c'est une conséquence inattendue, c'est un effet induit, comme on pourrait dire. Et ce à quoi ça sert vraiment la conscience, cette lucarne qui est là, ben, c'est un mécanisme de synchronisation entre les différentes sensations que nous pouvons éprouver. Il est très important pour notre survie à titre individuel et à la reproduction que nous devons, qui est notre tâche avant de disparaître. Enfin, il n'y a personne qui a défini ça un jour, mais c'est comme ça que les conséquences de la physique de notre monde et de la chimie et puis de la biologie qui est venue après, les conséquences, c'est ça. Et que la vie n'a pas réussi à nous rendre immortels à titre individuel, donc il faut qu'on soit prudent. Et donc il y a un mécanisme pour ça, et ce mécanisme, c'est la conscience qui fait connecter la sensation que j'ai là au bout du doigt, et est à une distance de 60 centimètres de mon cerveau, qui fait communiquer aux impressions quasiment immédiates que j'ai là, au fond de l'œil. Et que fait ce mécanisme? Ben, il essaye de trouver évidemment automatiquement, je dirais, c'est sa fonctionnalité même. Il trouve des correspondances. Il trouve des correspondances entre ce que je sens quand je touche, je ne sais pas, la bogue d'une châtaigne, l'image que je vois du fruit luisant, le souvenir qui me revient du fait que c'est bon à manger, enfin ce qu'il y a à l'intérieur, et ainsi de suite. Et du coup, nous voyons des patterns, des configurations. Et bien entendu, et comme vous le savez, nous avons une tendance du coup à trouver des configurations partout, à avoir des rapports significatifs, alors que dans l'ensemble des sensations qui nous viennent quand il y a quelque chose qui nous est bénéfique ou qui nous est nuisible, il y a des tas d'effets d'environnement, des choses qui sont là par hasard, et ainsi de suite. Et alors nous avons donc cette tendance, le moi est paranoïaque, disait Jacques Lacan, le moi est paranoïaque, il voit plus de signification qu'il y en a. Et la superstition, ben voilà, c'est ça, c'est de trouver de la signification dans des trucs qui sont de l'ordre de la coïncidence, qui n'ont pas de signification, qui sont là en arrière-plan et dont nous essayons de faire émerger du sens, comme le fait que un vendredi 13, bon évidemment si je me fais renverser par une auto en sortant d'ici, vous allez me dire que voilà, qu'il y a une preuve en sens contraire, mais enfin bon, je vais essayer d'être prudent, plus prudent que d'habitude, voilà. Euh, pour essayer de corroborer encore davantage ma théorie. Voilà, en fait, hein, c'est pas du tout de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. En fait, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai déjà évoqué. J'ai dit que j'allais en parler. Et cette chose dont j'ai dit que j'allais en parler, je ne sais pas, il y a 15 jours, la semaine dernière, je ne sais plus, c'est le gold plating. Qu'est-ce que c'est le gold plating? Eh bien, ça veut dire plaquer or. Ça veut dire plaquer or en anglais. Et c'est une expression, d'où est-ce que ça vient? Ben, c'est une expression qui est utilisée en informatique par les rédacteurs de logiciels. Et gold plating, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Plaquer or, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est quand le produit est fini, essayer encore de le fignoler au-delà des nécessités. C'est du raffinement inutile et qui risque encore d'être contre-productif, comme on dit, de faire plus de tort que de bien. Et donc, il faut éviter le gold plating. Et alors, ben, c'est pas en tant qu'informaticien que je vais vous raconter ça ce matin. C'est parce que c'est un vocabulaire qui est utilisé du côté des communautés européennes, Et c'est un reproche qui est adressé essentiellement par les milieux financiers, par le milieu des affaires. C'est un reproche qui est adressé au pays. C'est la chose suivante, c'est que, pardon, il y a des directives, bien entendu, qui viennent de Bruxelles, et c'est vrai même quand on habite en Belgique, euh, qui viennent de Bruxelles, et les pays vont essayer de se protéger, les différents pays qui reçoivent ces instructions vont essayer de se protéger contre leurs conséquences et leurs implications
en faisant du fignolage, en faisant des exceptions à titre national, en essayant de raffiner. Une autre manière de gold plating, évidemment, c'est, et ça la France est un grand spécialiste, c'est de faire voter des lois une semaine avant les directives européennes pour empêcher qu'elles ne s'appliquent exactement telles qu'elles ont été définies, ou d'anticiper, voilà, d'anticiper des nouvelles lois qui sont en préparation pour les déconnecter, pour les émasculer, les neutraliser. Et c'est présenté, bien entendu, comme un obstacle au commerce, un obstacle au fonctionnement des institutions dans un cadre international, puisqu'imaginez que vous êtes une firme qui fonctionne à l'intérieur des 19 pays de la zone euro, et qu'à tout moment, quand vous essayez d'appliquer quelque chose dans un pays en particulier, on vous dit oui, mais nous ici, cette directive européenne, on l'emploie autrement. Eh bien, vous n'arrivez pas à faire votre business correctement. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander à des lobbyistes de faire en sorte qu'au niveau national, il n'y ait pas de gold plating, il n'y ait pas de restrictions, il n'y ait pas de raffinement inutile, qu'il n'y ait pas des retouches, du fignolage, etc., pour pouvoir faire votre commerce et pouvoir faire vos affaires de la manière la plus pratique qui soit pour vous. Et alors pourquoi je vous parle de ça? C'est d'abord parce que je voulais vous en parler, parce qu'en fait c'est une protection contre des pays, contre un régime ultralibéral qui nous est distribué d'en haut, puisque vous savez bien, le système ultralibéral il concentre ses efforts justement au niveau bruxellois, et les États essayent de se défendre par ce moyen-là. Et alors, là, ce qui est nouveau pour moi par rapport à ce que j'avais l'intention de vous dire, c'est que j'ai acheté ce livre qui s'appelle voilà, The Architecture of Collapse. C'est par Mauro Guilen. Ça vient de paraître. Quand je dis vient de paraître, c'est vraiment vient de paraître. Ça a paru, je sais pas, il y a 2 semaines ou un truc comme ça. Je l'avais commandé sur Amazon et il me l'a envoyé dès que c'est sorti. C'est arrivé avant-hier ou un truc comme ça. Et j'ai commencé à le lire. Et là, il y a un chapitre en particulier qui s'appelle la zone euro comme un système complexe, tightly coupled, avec un couplage extrêmement étroit. Voilà. Et donc c'est un livre. Je vois trop de films sur ce sujet. C'est donc bien un livre qui est consacré à l'effondrement, collapse. Là, vous connaissez la nouvelle discipline de collapsologie. Et donc, ce chapitre en particulier s'intéresse aux causes probables d'effondrement de la zone euro. Enfin, on les a déjà bien vues en œuvre. Et alors, le paradoxe par rapport à ces institutions bruxelloises, c'est que l'auteur de ce livre recommande le gold plating. Il dit que c'est un moyen justement de diminuer la fragilité du système. Que nous vivons en fait ces 19 pays qui constituent la zone euro sont extrêmement divers, et ça nous le savons, nous le lisons tous les jours dans les journaux, et que les tentatives d'unifier à marche forcée un système global pour fonctionner au niveau de chacune de ces pays est un effort dévoyé qu'il ne faudrait pas faire, parce que l'Europe a bénéficié essentiellement de sa diversité, d'une concurrence saine et parfois très malsaine, comme nous le savons aussi, mais aussi de l'inventivité qui nous vient du fait d'avoir des voisins qui nous donnent des idées et de faire les choses autrement. C'est une thèse classique de Claude Lévi-Strauss sur l'Amérique latine, sur la population précolombienne, qu'elles étaient fécondées de manière remarquable par la présence de voisins faisant des choses autrement. Donc, il faut dire, ce monsieur dit aussi que si on avait un mécanisme comme aux États-Unis qui organise une solidarité conséquente entre les différents pays, le problème se poserait avec moins d'acuité. Mais il donne un chiffre, enfin il le reprend quelque part, mais il donne un chiffre qui est que aux États-Unis, quand un État se trouve en difficulté, il y a accès pour lui, il a la possibilité d'avoir accès à des fonds fédéraux
et que dans 22% des cas, ça se manifeste. Il y a là une possibilité justement de, disons, en gros, de pouvoir éponger 22% des sommes qui manquent grâce à une aide fédérale. Et le chiffre à l'intérieur de la zone euro, il est de 0,5%. Parce que bah, ça fait partie des choses qu'on n'a pas faites, qu'on a fait à la zone euro. On commence à le faire à toute petite échelle par différents mécanismes d'intégration, des mécanismes bancaires, l'unité bancaire. Mais on est encore très loin d'arriver au chiffre de 22% qu'on peut atteindre aux États-Unis. Entre les 0,5% dont on part et ce qu'il faudra atteindre. Et on pourra aller au-delà, évidemment, des 22%, mais on est encore très très loin. Donc il manque, c'est un des éléments qui manque. Et du coup, il vaudrait mieux qu'on continue à compter sur la diversité, sur le fait que bah, dans chaque pays, on sait un petit peu comment il faut faire les choses, ou même si on ne sait pas, ben, au moins on a l'habitude de les faire d'une certaine manière, et que cette intégration, je dirais, à marche forcée et sans raison autre finalement que d'instaurer un système troïquesque ultralibéral qui simplement, comme on le sait, juste, ça va, et là ça rejoint le premier point que j'ai évoqué à propos de la conscience, qui est un système autodestructeur. Dans ce soliton dans lequel nous sommes pris, effondrement de l'environnement, notre dépassement par le fait que nous sommes dépassés par la complexité qui nous entoure, et un système financier et économique autodestructeur. Eh bien, voilà, il y a peut-être moyen au niveau local, au niveau national, de lutter contre ça. Et à propos, et je vais terminer là-dessus, si vous êtes à Paris, c'est quoi, demain et après-demain, voilà, n'hésitez pas à aller donc au grand métage, voilà, au grand métage qui aura lieu à l'école normale supérieure et qui s'appelle Pour un plan B. Ça se passe donc à partir de samedi demain à 13h15, ouverture par M. Oscar Lafontaine, ancien ministre des Finances allemand et président Die Linke en Allemagne. Il y aura des gens dont vous connaissez les noms, Jacques Généreux, je regarde ce que je vois là, Paul Jorion, vous connaissez aussi, Éric Toussaint, bien entendu, qui a joué un rôle important en Grèce, Olivier Besancenot, vous vous souvenez sûrement de lui, et c'est toujours bon de l'écouter, c'est un monsieur qui mérite d'être écouté, bien davantage qu'on l'a fait en ce moment, Romaric Godin, que vous connaissez de la Tribune, Suzanne George, voilà, bah, il y a encore beaucoup de noms, j'ai mis ça sur le blog, vous allez trouver ça facilement, donc venez au grand métage des 14 et 15 novembre, ça se passe à l'école normale supérieure, et si vous ne le savez pas, c'est à la rue d'Ulm, au 45 rue d'Ulm, où vous allez trouver ça. Et puisqu'on parle d'actualité, le lendemain du dimanche, c'est le lundi. Là, je pars à Rennes. Si vous êtes du côté de Sciences Po à Rennes, n'hésitez pas à venir en soirée et à venir m'écouter aussi. Et puis, il y a d'autres événements dont je vous parlerai un peu plus tard. Il y en a deux en particulier organisés par Bernard Stiegler dans des domaines différents. Là, c'est le numérique et l'autre, c'est le travail qui disparaît. Et deux événements auxquels j'ai accepté aussi de participer. Voilà, mais ça, je vous tiendrai au courant. Je ne l'ai pas encore annoncé, mais ça vient en décembre et en janvier. Il n'y a pas urgence. Voilà, allez, à la semaine prochaine.